Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Bonjour, je suis de retour avec un nouvel épisode. Je voulais faire des épisodes d'actualité et je pense qu'on vient d'avoir la conférence de presse du premier ministre, pas du premier ministre, c'est-à-dire c'était plus Dubé, le ministre de la Santé, qui a fait sa conférence de presse et qui confirme en fait que les écoles ferment à partir de ce soir. Donc les enfants n'iront pas à l'école d'ici le 10 janvier minimum qu'on nous a dit. Si j'ai bien compris, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, on va garder nos enfants à la maison. Nous, on en a 5, là. Je pense que j'en ai déjà parlé. Mais on en a 5, donc ça va changer un petit peu la dynamique, aller jusqu'à Noël. Et c'est déjà prévu là, de toute façon à la fin de la semaine, mais il reste que ça change quand même l'état du travail de cette semaine. On va agir en conséquence. De toute façon, on n'a pas le choix. On est rendu là. Ils ont aussi averti que le télétravail était obligatoire maintenant et non suggéré. Donc, ça a changé depuis vendredi. Vendredi, on suggérait le télétravail. Aujourd'hui, on l'oblige, tout simplement. Beaucoup de choses changent assez rapidement, je vous dirais. Là, ils ont eu des cas positifs encore. Ils ont eu des développements. La panique semble prise à tort ou à raison. Il reste que je trouve dommage qu'on change d'avis comme ça, qu'on change la donne presque à tous les jours ou aux 2 jours pour tout le monde. Les enfants, quand il a fait la conférence de presse la semaine dernière, le premier ministre a mentionné que finalement, il ne toucherait pas aux écoles, puis que la dernière chose qu'il allait toucher, c'était les écoles, justement, pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école, rencontrer leurs amis et tout ça. Puis finalement, une couple de jours plus tard, et on change le discours complètement. Il semble qu'il y aurait une quarantaine de personnes de plus en hospitalisation. Donc, au niveau de la province de Québec, on a augmenté d'une quarantaine de personnes. Ça semble être un gros problème à gérer de leur côté, on dirait. Je me souviens que quand ils ont commencé la première vague, quand ça a commencé, ils avaient parlé qu'il y avait 8000 places, je pense, de patients disponibles dans les hôpitaux de la province. Et là, si je me souviens bien, je pense que la semaine dernière, ils ont parlé de 800. Donc, ils ont réduit un petit peu le nombre de la capacité possible. Puis là, s'ils parlent de 800, c'est sûr qu'on parle d'une quarantaine de plus. Fait que si demain, il y en a 75 de plus et l'autre journée 100, le 800 va être atteint assez rapidement. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sera pas capable de le gérer. Il semble qu'on n'a pas appris encore de nos erreurs de la première vague. On n'a pas pensé passer en mode solution assez rapidement, selon moi. Puis c'est toujours mon opinion personnelle, là. Je placote pour placoter, là. J'aime ça sortir des choses puis débattre un peu. Donc, c'est pour ça que je fais ce podcast-là également. C'est simplement pour débattre d'idées, d'avoir des gens peut-être qui vont me répondre, des gens qui vont réagir à ce que je dis. Mais toujours dans le respect, parce que moi, je vais continuer toujours d'être respectueux dans toutes les situations, peu importe ce que vous allez sortir en commentaire. Moi, je suis là simplement pour placoter puis échanger et parler des décisions qui sont prises, parler de l'actualité, parler de ce qui se passe un petit peu partout, et de ce que je regarde, de ce que je vois, de ce que je comprends, parce qu'il faut dire que ce que je comprends, moi, n'est pas nécessairement la même chose que vous comprenez de votre côté. Et c'est ce qui est le fun d'être capable d'en parler. C'est ce qui est le fun d'être capable de débattre de ces choses-là. Je pense que c'est important dans une société que les gens puissent se parler et puissent débattre, questionner, tout ça. Ce qui n'est pas le cas, comme on le répète au niveau de l'Assemblée nationale, parce que la première lettre qu'on a reçue de l'école ce matin disait tout simplement que le gouvernement, par décret, avait décidé de fermer les écoles. On a même reçu la lettre avant même la conférence de presse de la part de la commission scolaire ou des centres de services scolaires qu'ils appellent maintenant. Et on était au courant avant la conférence de presse que les écoles fermaient. Et
c'est juste plate parce que, comme je dis, ça a été fait par décret. Donc, personne n'a questionné le besoin de. Donc, on comprend que le gouvernement veut demeurer principal dans ça, ne veut pas d'opposition, ne veut pas avoir de questions et veut juste faire ce que bon lui semble. Ça semble être ça la raison d'être présentement. On conserve l'état d'urgence sanitaire. Je pense personnellement que ça ne devrait pas être le cas. Les gens, je pense, ont choisi de bien suivre les règles quand même. On est conscient là, qu'il y a des problèmes aussi. Puis on est là pour aider tout le monde. Je pense que tout le monde pense de cette façon-là. Mais il reste que c'est dommage, justement, qu'on empêche les gens de questionner, qu'on empêche les médias de questionner au niveau des décisions qui sont prises. Est-ce que les écoles, c'était nécessaire de les fermer? Est-ce que, comme là, on ferme, je pense, les bars, les gyms, les salles de cinéma également à partir de 17 h ce soir, la journée même. Donc, ces gens-là, ils ont établi des plans, ils ont fait des plans, ils ont engagé des employés, ils ont du monde sur le plancher qui vont payer, mais ils vont être fermés. Vous allez me dire, oui, ils peuvent les mettre dehors le temps que ça se règle. Oui, mais c'est pas facile de trouver des employés. On le sait, ça passe partout dans tous les médias. On parle des employés qui sont difficiles à trouver. On parle de la façon que les employés aussi traitent leurs employeurs, c'est-à-dire que les employés commencent à travailler, se font former et tout d'un coup ont 50 sous de l'heure offerts ailleurs. Ils vont partir sans même en parler à leur propriétaire, à leur employeur avant de quitter, même des fois, et je vous dirais que c'est pire que ça, il y en a qui ne donnent même pas de notice, qui s'en vont, ils ne rentrent pas un matin, on les appelle, puis pourquoi ils ne sont pas là? Ah, ben, j'ai commencé ailleurs, finalement, on va laisser faire, je suis correct comme ça, puis c'est beau, merci beaucoup. Quand est-ce que je peux aller chercher ma dernière paye? C'est un peu le principe maintenant des employés. C'est plate, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, c'est certain qu'il y en a de très bons employés, également, et il y a de très bons employeurs comme il y en a des mauvais. Sauf que ça fait que les gens sont instables. J'écoutais tantôt un restaurateur qui, lui aussi, dépendait de toutes les décisions qui allaient se prendre, entre autres aujourd'hui. Et eux autres, ils ont commandé de la bouffe. Ils ont de la bouffe plein les congélateurs, les frigidaires, et ils ne seront pas capables de passer leur bouffe. Ils n'auront pas le temps de se virer de bord en take-out, de préparer toutes leurs affaires pour virer les menus en take-out. Parce que oui, le take-out, ça va bien pour la pizza puis tout ça, mais il y a quand même des menus qui sont dans des restaurants qui ne se font pas vraiment en take-out. Là, les 5 services, c'est pas évident de les faire en take-out. Ça prend de la préparation, ça prend Je pense qu'il faut qu'ils changent les recettes aussi. C'est pas toujours évident là, de faire la recette pour qu'elle soit bonne rendue à la maison aussi plus tard ou réchauffée. Là. Donc, tous ces gens-là dépendent de toutes ces décisions-là. Ah oui, le gouvernement a dit qu'il va les aider, oui, etc., etc. Par contre, les commentaires qu'on a eus justement de ce restaurateur-là, il donnait l'exemple de la SAQ. La SAQ, il va commander, je ne sais pas moi, une quantité de 10 000 de boissons à la SAQ. Et finalement, il y en a juste pour la valeur de 5 000 de disponibles présentement. Donc, on va geler sur sa carte de crédit pour le paiement. On va geler 10 000 alors qu'on va lui livrer 5 000 le 5 000 qui ne sont pas capables de le livrer parce qu'ils sont BO, parce que X raison, la COVID, la grève, les moyens de pression, mettez n'importe quoi. Là. Ils vont geler là, son 10 000 il n'est pas capable d'acheter d'autres choses. Autrement dit, il y aurait un 5 000 là, qui n'est pas capable d'acheter. Ils lui ont même proposé, ils ont dit, ben va directement dans une SAQ dépôt et va acheter ce que tu es capable d'acheter qui peut être sur les tablettes que nous, on n'a pas en entrepôt pour te livrer. Ils peuvent l'avoir en SAQ dépôt. Donc, vas-y et achète. Oui, c'est correct, mais son 5 000 $ qu'il a déjà donné, il n'est pas en crédit sur son compte. Donc, il doit débourser un nouveau 5 000 en attendant d'avoir sa livraison de la SAQ ou de demander un crédit qui va prendre entre 4 et 6 semaines à avoir. Donc, le gars, là, il a sa livraison, il a 5 000 $ sur 10 000 $ de livraison de stock. Il paye pour 10 000 qu'il ne peut pas récupérer son 5 000 avant 6 semaines, exemple.
Et là, il doit partir avec son auto, s'en aller à SAQ Dépôt, puis tenter d'acheter la différence qui lui manque pour pour travailler dans son restaurant. Donc là, on comprend que l'argent ne pousse pas dans les arbres, ils ont beau vouloir aider, les loyers rentrent, toutes les dépenses sont là quand même, mais il n'y a plus de revenus. Et en plus, on va avoir de la misère à garder nos employés parce que si on veut les garder, il faut quasiment les payer pendant ce temps-là. C'est un casse-tête infernal que ces gens-là doivent passer à tous les jours de ce temps-ci depuis 2 ans presque. Les bars, les restaurants, même les salles de spectacle, les salles de cinéma, c'est le même problème qu'ils ont. Et ils sont pris dans cet engrenage-là. Ils n'ont pas le choix de travailler de cette façon-là. Et ils loadent leur marge de crédit, leur carte de crédit. Ils font tout pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, ces gens-là vont probablement rentrer à la maison et probablement pleurer dans leur coin, là. Ils n'auront pas d'aide demain matin, là. C'est possible qu'ils vont avoir de l'aide dans X temps, là. Ça va sortir peut-être en janvier, en février pour l'aide du mois de décembre. Mais pendant ce temps-là, là, l'argent n'est pas là. La bouffe qu'ils ont besoin à la maison, les paiements d'hypothèque, les paiements d'auto, ils vont les avoir pareil à payer. Donc, ces gens-là, ils ont déjà loadé ce qui était possible de faire quand ils ont eu la première, deuxième, troisième crise, là. Et là, ils commençaient peut-être à reprendre le dessus sur le paiement. Et tout d'un coup, boum, on leur tombe. Ils n'ont pas eu le temps de se refaire un coussin, là. Ces gens-là vont vraiment en arracher. Ils vont vraiment avoir besoin d'aide, premièrement, de la population, parce qu'il faudrait aller les encourager. Il faudrait aller acheter, aller manger chez eux, aller acheter de la bouffe pour sortir. Mais en même temps, la roue fait que, oui, dans la région de Québec où je suis, c'est quand même chanceux parce que la population est quand même assez, comment je dirais bien ça, les emplois sont souvent soit le gouvernement, c'est des fonctionnaires, ou compagnies d'assurance, c'est des grosses compagnies qui, eux, ne sont pas beaucoup ou peu touchés par la question des fermetures, à part le fait que les gens doivent travailler en télétravail. Mais ils disent que c'est plus payant pour eux, que le travail se fait plus en télétravail qu'au bureau. Donc, ces gens-là vont éventuellement aussi probablement couper du pied carré de bureau. Ça va les amener à couper du pied carré en location parce qu'ils n'auront plus besoin d'autant de bureaux. Donc, les édifices à bureaux vont avoir des problèmes tantôt. Déjà, je pense que ça pense à changer certains édifices de vocation pour mettre du résidentiel à même le commercial. Donc, c'est probablement une façon d'aller récupérer une certaine valeur. Parce que la valeur, s'il n'y a plus de locataires, je donne un exemple, une compagnie d'assurance, exemple, qui avait, je ne sais pas moi, 500 places d'employés à l'intérieur, d'employés de bureau, et qui maintenant n'en garde seulement que 100. Donc, au niveau du pied carré, ils vont couper l'espace de 400 employés. Fait que ça va couper l'espace en 4, tout simplement. Ils vont garder une réception, une belle visibilité. Ils vont garder le devant du bureau, mais ils vont tout couper la location possible en arrière. Donc, ils vont remettre les clés au propriétaire. Puis ils vont dire, je n'ai plus besoin, tout simplement. Fait que le propriétaire va être pris à faire des modifications, premièrement, à son édifice. Deuxièmement, bonne chance pour le louer parce que ça va probablement devenir un peu une norme, le télétravail. On va éliminer les espaces de bureau au centre-ville. On va changer les méthodes, comme c'est déjà fait là, depuis 2 ans. Je vous dirais que ça se travaille beaucoup. Mais là, il y avait comme un espoir de revenir au bureau. Je pense que les fonctionnaires y avaient été demandés pour retourner au bureau, des choses comme ça. Mais là, ce coup de barre-là, je pense qu'il va probablement mettre beaucoup de freins à plusieurs projets que des employeurs avaient et qui vont changer leur méthode justement pour peut-être arriver à contrer le problème qu'on a présentement, donc le télétravail qui est obligatoire. En même temps, si c'est plus productif d'être en télétravail, ils vont l'organiser pour être plus productif parce qu'une compagnie, ça pense à faire de l'argent et c'est là pour ça. C'est pas un défaut de vouloir faire de l'argent. Au contraire, je pense que les gens sont capables justement de se retourner assez rapidement quand c'est question d'argent.
quand c'est leur argent, quand c'est eux qui prennent la décision d'engouffrer plus d'argent ou de trouver des méthodes pour éviter d'en engouffrer ou, encore mieux, d'en faire avec la situation qu'on a présentement. Donc, je pense vraiment que les gens, les employeurs au niveau privé sont capables de se retourner, sont capables de faire des prouesses en autant que leur portefeuille leur permette d'arriver jusque-là en termes de temps. Donc, c'est pas facile pour tous les entrepreneurs. J'écoutais, je pense, c'est François Lambert ce matin qui disait il faut voir grand, puis il faut pas. Pourquoi un petit pain pour le Québec? Pourquoi toujours penser à des petites choses? Avez-vous 2 petites secondes pour une petite signature? Bon, lui, il était parti là-dessus. Il disait pourquoi que le Québec, les gens pensent toujours petit, il faudrait penser gros. Et il a raison sur ce point-là. C'est pas quelqu'un que j'admire à tout point de vue, mais par contre, il y a des choses qu'il dit comme entrepreneur qui sont quand même le fun à entendre. Cette chose-là en est une, de voir plus grand que plus petit. Je pense que c'est important d'essayer de voir plus grand pour aller chercher une clientèle, aller chercher d'autres choses, avancer, trouver des nouvelles façons de faire, un peu... il faut innover dans à peu près tout, mais en même temps, c'est quelqu'un qui pense, comment je dirais bien ça, qui pense gros et qui le montre. Et puis justement, dans cette petite vidéo-là qu'il a faite, et il en parle, il dit, bon, mais il dit, ceux qui ont de l'argent, il dit, ils s'achètent une grosse auto, un gros char, puis ils sortent le dimanche matin quand il n'y a pas personne qui va les voir sortir avec l'auto parce qu'elle vaut cher, puis il ne veut pas que les gens disent qu'il est riche, puis tout ça. Lui, il dit, ben voyons donc, c'est le contraire. Les gens, souvent les employés, vont aimer voir leur boss se promener en gros char, tout simplement parce qu'ils disent on n'est pas prêt de faire faillite, ça va bien. Mais de l'autre côté, il y a des employés beaucoup qui vont dire ben ça veut dire qu'on ne gagne pas assez cher. Hein? Ça veut dire que le boss fait trop d'argent, ça n'a pas de bon sens et il nous fait ça sur le dos. Fait que c'est vraiment difficile à gager toute cette façon de faire. Puis ça amène souvent les entrepreneurs à abandonner tout simplement, à changer leur fusil d'épaule puis à dire bon, on va rapetisser à la place. On va être tout seul, on va avoir quelques employés, puis on va faire notre petite affaire. Il va rester quasiment autant d'argent, mais moins de casse-tête. Mais pendant ce temps-là, ils font moins travailler de monde. Il y a moins de monde qui travaille. Le développement de l'entreprise va peut-être plus stagner. Au lieu de partir et de grandir et d'avoir plus d'employés, de prospérer. Donc, ça fait en sorte que souvent, les entrepreneurs vont se retourner puis vont mettre les breaks, puis ils vont dire s'écœurer. Ceux qui sont plus vieux vont même tout simplement fermer. Ils n'essaieront pas d'autres méthodes. Ils ont de l'argent, ils ne veulent pas l'engouffrer dans ce qui va peut-être passer, qui ne passera peut-être pas. Ils sont assez avancés en âge et en carrière. Pas qu'ils sont à 82 ans, mais c'est des gens peut-être des fois qui ont ramassé de l'argent, qui en auraient assez pour vivre jusqu'à la fin de leur jour, faire des voyages, s'en aller peut-être, je sais pas moi, 6 mois en Floride et 6 mois au Québec. Il y aurait de l'argent pour le faire. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas le brûler dans l'aventure, justement, de tenter de récupérer la compagnie, de récupérer ce qu'il y avait avant la pandémie. Donc, ils vont probablement mettre la clé dans la porte, tout simplement. Avec la fin de l'année, là, probablement qu'en janvier, on va voir qu'il y a des compagnies qui vont arrêter, qui vont stopper, tout simplement parce que ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ne voudront pas s'en aller dans le jeu de tenter de se remettre sur pied puis d'avoir du succès à nouveau. C'est des gens qui étaient peut-être un petit peu blasés, mais en même temps, je pense que la situation va faire en sorte qu'ils vont l'être complètement blasés. Ils vont vouloir décrocher simplement et s'en aller avec leur argent et dire à leurs enfants, ben trouvez-vous un job ou si vous voulez me racheter, rachetez-moi, mais ils ne voudront pas donner parce qu'ils en ont, tu sais, ça vaut la peine pour eux d'aller chercher cet argent-là. Je prends l'exemple, souvent j'ai des fermiers comme clients, puis les fermiers, ils aimeraient beaucoup ça, que la famille continue, que leurs enfants récupèrent la ferme, puis qu'ils continuent la ferme au cours des prochaines années.
puis peut-être leurs petits-enfants, tout ça. Mais en même temps, quand je vois ça, ces gens-là, ils se font offrir, ils ont des quotas de lait, exemple, puis ils se font offrir 1 million, 2 millions pour leur ferme avec le quota de lait. Et ils refusent ça tout simplement parce qu'ils veulent que leurs enfants prennent la relève. Mais c'est vraiment, mais vraiment dommage de voir ces gens-là qui sont à couteau tiré parce qu'ils pourraient récupérer 2 millions de leur ferme. Oui, ils ont travaillé en fou pendant toute leur vie, mais là, ils sont rendus à un âge où ils pourraient récupérer le 2 millions puis s'en aller une retraite tranquille, faire ce qu'ils n'ont pas été capables de faire pendant qu'il y avait la ferme, parce que quand on a une ferme, on ne peut pas voyager, on ne peut pas se faire remplacer pendant une semaine, 2 semaines. C'est très difficile d'avoir des gens de confiance, puis des gens qui vont s'occuper de tout. Il y en a qui, tu sais, c'est faut que ça soit à toi pour être capable de le faire, pour être capable de continuer là-dedans, parce que des fois, ils se lèvent la nuit, il y a une bête qui est mal prise, qui est malade, peu importe. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont prêts à faire ça, puis c'est comprenable aussi, là. Mais il reste que ces gens-là, ils sont dédiés à leur ferme. Et là, du jour au lendemain, on dit, bon, ben, tu ne peux pas avoir le 2 millions si tu veux que tes enfants continuent ta business, continuent la ferme. Ben, tu ne pourras pas avoir le 2 millions. Il va falloir que tu continues à les aider, premièrement, physiquement, et deuxièmement, les aider financièrement également, probablement. Parce que les enfants, quand ils vont rentrer dans la ferme aujourd'hui, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ramassé d'argent. Ils ont travaillé pour leur père, leur mère pendant le temps qu'ils ont travaillé. Rarement, ils vont avoir été travailler à l'extérieur. Ils vont avoir été à l'école, ils vont peut-être travailler à temps plein pour payer les études. Bon, tout ça, mais un coup qu'ils ont terminé, là, ils reviennent à la ferme, puis là, ils veulent prendre la relève de la ferme, mais en même temps, ils n'ont pas d'argent à mettre dans la ferme. Donc, les parents, soit, il y a quelques options, là, les parents peuvent les endosser, peuvent prêter de l'argent pour aller chercher un prêt, pour aller chercher une certaine équité, pour donner un peu d'argent aux parents, mais ils n'auront pas le 2 millions. Là. La banque ou la financière agricole ne voudra pas leur prêter le 2 millions pour clairer les parents de là, parce que les enfants n'auront pas d'argent à donner. Donc, il faut que les parents soient impliqués quand même dans le succès qu'on espère des enfants qui vont récupérer la ferme. Donc, c'est plein d'exemples comme ça d'entrepreneurs qui vont être pris dans un cercle là, après les fêtes, probablement, qui vont se poser des questions, même pendant le temps des fêtes, parce que là, en plus, probablement que les prochaines annonces, ça va être les parties de Noël, les parties des fêtes vont être coupées. Au lieu d'être 10, ça va être 5 ou quelque chose de même, là, ou carrément annulé. Donc, probablement que c'est ça qui va se passer. Mais on verra bien, là, je ne fais pas de la prédiction, c'est loin de là, mais on dirait que c'est comme ça que ça va s'aligner, un peu comme l'année passée que ça s'est fait. Et je pense que si c'est le cas, il y en a encore plus qui vont avoir le goût de fermer, il y en a encore plus qui vont avoir le goût d'arrêter après les fêtes. Justement, ceux qui sont à l'aise présentement financièrement ne voudront pas sortir du vieux gagné, comme les parents disaient, là, sortir du vieux gagné pour tenter de récupérer la chose, tenter de payer les employés, continuer de payer les employés même s'ils ne travaillent pas ou presque pas, pour essayer de tenir les gens la tête en dehors de l'eau. Je pense que ces gens-là vont abandonner le bateau, tout simplement. Ils vont débarquer, puis ils vont laisser aller leur entreprise. Tout simplement, ceux qui vont vouloir vendre, qui vont pouvoir vendre, est-ce que ça a une valeur? Ça va être un autre problème rendu là. Est-ce que ça a la même valeur qu'en 2019? Bien là, ça dépend des situations. Les entrepreneurs qui ont des immeubles à revenus, des édifices à bureaux, ben peut-être qu'ils vont être pris un petit peu avec leur espace pied carré, qu'ils vont devoir faire des modifications avant de tenter de revendre pour aller chercher de la liquidité ou aller chercher la pleine valeur de leur bâtisse pour revenir à une valeur peut-être proche de celle de 2019. Mais oui, le marché immobilier est en progression au niveau résidentiel et tout ça, mais là en plus, là, le télétravail, je pense que ça va donner un coup de grâce là, aux gens qui avaient des édifices à bureaux et aux compagnies qui vont décider de couper dans l'espace bureau. Ils vont plutôt envoyer leurs employés à la maison, tout simplement. Et comme employé, c'est pas une mauvaise décision non plus de faire du télétravail, là. Les employés vont arriver à la maison. Bon, ils n'ont pas besoin de voyager.
Ben, en partant, c'est 1 heure, bien souvent, minimum 1 heure par jour qu'ils ont récupéré sans rien faire. Donc, ils ont 1 heure de plus à eux pour la famille, pour faire du ménage, pour n'importe quoi. Ils vont avoir 1 heure de récupérer en partant minimum. Après ça, s'ils ont 2 autos, est-ce qu'ils ont besoin de 2 autos maintenant? S'ils font du télétravail, ben, ils vont peut-être récupérer une auto, ils vont vendre l'autre et ils vont changer leur façon de vivre, leur façon de dépenser, leur façon de voir. Ces gens-là vont justement abandonner l'automobile de trop. Ils vont dire, bon, on va se contenter de une, j'en ai plus besoin, je travaille à la maison. Puis les journées que ça va être l'inverse, ben l'autre va rester à la maison, l'autre va prendre l'auto ou les commissions, peu importe. Mais je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements là, en début d'année 2022. Je pense que ça va changer énormément les méthodes de travail, la façon de faire. Je pense que les gens vont changer leur façon de voir les choses. Puis le télétravail va faire en sorte que beaucoup d'édifices à bureaux vont probablement tomber libres, peut-être pas à 100%, là, mais il y a beaucoup de bureaux qui vont se couper, qui va se transférer en télétravail. On va plutôt équiper les gens directement dans leur maison. Ça va devenir leur outil de travail. Ils vont leur fournir un téléphone IP, puis en autant que tu as Internet, ils vont lui payer l'Internet parce que ça va lui coûter encore moins cher de payer même l'Internet des employés directement que de les amener au bureau. Imaginez au bureau, ils ont besoin de tout, là. Il faut que l'environnement soit correct, il faut que les bureaux, l'espace bureau, le matériel soit toujours fourni, soit toujours là. Tandis que si c'est à la maison, ils vont leur donner des allocations. Ils vont dire, ben, tu sais, des crayons, là, si tu en as besoin de 4 par semaine, on va te les payer, je te paye. Ça va devenir un avantage sur la paye, tout simplement. Puis c'est tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer probablement en 2022. Je voulais m'amuser aujourd'hui encore parce que ce que je fais là, c'est pour m'amuser, c'est pour placoter, c'est pour peut-être développer un certain réseau également, des gens avec qui j'aimerais placoter, jaser, peut-être même en entrevue. Ceux qui regarderont parce qu'aujourd'hui, j'enregistre la capsule également en vidéo qui va être disponible sur YouTube. Fait que vous pouvez me voir sur YouTube aussi. En train de faire cette capsule-là. Donc, je suis avec un bureau et j'ai une chaise libre en avant de moi avec un micro qui n'attend que des gens pour parler, pour avoir une petite entrevue ensemble. Puis, ça s'en va vers là. Je m'en vais là tranquillement. Je prends de l'assurance et je m'équipe pour être en bonne... parce que je ne veux pas faire quelque chose tout croche. Je veux le faire comme il faut. Je ne le fais pas du tout. Donc, si vous voyez de toute façon sur YouTube, vous allez voir une partie du studio parce que j'ai comme 3 parties même au studio. J'ai une partie qui est vraiment podcast audio. J'ai une partie qui est vraiment style entrevue. Comme là, présentement, je suis assis à la table avec un style entrevue. Et j'ai une autre partie dans laquelle je fais des vidéos de présentation pour mon métier qui est courtier immobilier. Donc, je fais des petites vidéos, toutes sortes de sujets immobiliers. Si jamais vous avez des suggestions là-dessus aussi, vous m'en parlez. Ça va me faire plaisir de travailler avec ça et de faire des capsules vidéo, des explicatifs, peu importe. Je raconte beaucoup de situations aussi qui me sont arrivées en tant que courtier immobilier. Depuis que j'ai commencé, ça fait presque 20 ans en fin de compte que je suis courtier immobilier. Donc, depuis que j'ai commencé, c'est sûr que j'en ai vu des choses, des situations des plus loufoques, puis des situations pas drôles non plus. Là. On en rit après, mais sur le coup, il y a souvent des situations où c'est pas drôle. C'est même, c'est vraiment, ça fait pitié, puis on trouve des fois problématiques les situations. Mais si vous avez une chance de regarder mon vidéo, mon YouTube, mon channel, ma chaîne YouTube, ben, vous allez être en mesure de voir un petit peu de ces vidéos-là. J'en sors un par semaine minimum. J'essaie d'en sortir 2. Mais ça prend beaucoup de jus. Le vidéo prend beaucoup plus de jus que le podcast audio. Je vous dirais, il n'y a pas de montage dans le podcast audio. Presque pas, là. Peut-être des petites affaires, mais vraiment, c'est simple, c'est rapide, puis pas compliqué. Dans le vidéo, ben, c'est différent. On va couper, on va faire des bonnes prises. On travaille avec 3-4 caméras. On va jouer avec les prises de vue. On change. Il y a plein de montages à faire. Là. Je vous dirais que ça me prend, pour une capsule de, je pense, 15-20 minutes, si je me souviens bien, là, en capsule YouTube, là,
Ça peut me prendre en montage d'un bord puis de l'autre, là, je vous dirais une dizaine d'heures, si ce n'est pas une douzaine d'heures, pour monter une capsule vidéo en YouTube, de A à Z, là, l'enregistrement. Je parle même pas de texte ou rien, je prends pas de texte, je vais toujours au fur et à mesure comme ça sort. Et je parle vraiment là, de montage vidéo, l'enregistrement, le montage. C'est niaiseux, mais faire les petites vignettes quand on annonce le vidéo sur YouTube, ben ça prend une petite vignette. On fait la petite vignette. C'est toutes des choses qu'il faut monter. Oui, c'est pas long, c'est pas très compliqué, mais en même temps, un 10 minutes ici, une heure là, un 2-3 heures, ce qu'on appelle la post-production, là, c'est vraiment là que ça prend du jus. C'est vraiment là que c'est long. Faire les coupures, assembler le vidéo, faire des zooms, bouger, assembler, mettre des photos quand on parle de quelque chose. On ajoute une photo pour faire le montage, pour que les gens comprennent mieux, puis que ça soit interactif un peu, que ça ne soit pas toujours figé dans la même image. Comme là, ce que je fais en podcast audio, ben, l'image, elle est figée sur moi, tout simplement. C'est différent, c'est juste un podcast audio. On n'explique pas grand-chose, on échange, on essaie d'échanger au niveau actualité, c'est ce que je fais présentement. Mais c'est pas pareil, c'est pas un vidéo éducatif. Les gens, même dans l'éducatif, ils font beaucoup de montage. Là. Bravo à ces gens-là. Il y a beaucoup de monde qui travaille très, très fort à ce niveau-là pour être capable d'avoir plein de tutoriels. On a juste à aller sur YouTube, on peut avoir à peu près n'importe quoi. Comment changer une ampoule, comment changer un pneu, comment changer un moteur dans telle sorte d'auto. Vous allez avoir la réponse, vous allez avoir le vidéo, comment vous le montrer, même pièce par pièce. Là, vous avez besoin de changer un injecteur dans une Volkswagen Jetta. Ben, vous pitonnez ça sur YouTube, il va y avoir une vidéo pour vous montrer comment, étape par étape, image à l'appui. Là, on ne peut pas se tromper, là, vous avez le détail. Donc, c'est vraiment, mais vraiment une source inépuisable d'informations. Mais tout ça pour dire que j'aime ça, j'y prends goût, puis je m'installe. Puis si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, là, que ce soit d'actualité ou en immobilier, allez-y, n'importe quoi. Faites-moi la suggestion, puis ça va me faire plaisir d'en parler ou de faire quelque chose, rencontrer quelqu'un à ce niveau-là. Comme je vous dis, je suis prêt, je suis placé pour le faire. On peut faire des podcasts téléphoniques également. J'ai une console complète, quasiment comme une station de radio. Donc, quand je vous dis que je fais les choses comme il faut ou je ne les fais pas du tout, c'est vraiment ça. Je suis équipé, puis on y va pour de bon. Donc, ça me fait plaisir de vous parler, ça me fait plaisir de donner mon opinion, puis comme j'ai dit, respectueusement, si vous en avez des opinions, si vous voulez m'appuyer, vous voulez partager des choses, ben faites-le, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous faites l'œil. Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier, Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com